Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben oui, si vous me regardez à la télé, ne vous inquiétez pas si vous me voyez passer mon temps à jouer avec mes écouteurs. C'est que j'entends de l'oreille droite et pas de l'oreille gauche. Je suis comme... je sais pas, donc c'est étrange. Donc j'ai comme l'impression que j'ai pas toute ma tête. T'es en mono aujourd'hui. Oui, ça rentre juste d'un bord, mais on sait pas si ça sort de l'autre. Comment ça se fait que tu connais ça, ces termes-là, mono puis stéréo? Ben, il me semble que ça appartient à mon époque, pas à la tienne. Non, Cybèle Olivier. Bonjour d'abord. Bonjour, Je me permets. Non, dans nos cours à l'université, voilà. dans les médias, on nous apprenait à utiliser donc des micros et quand on fait des montages de son, par exemple, on sait si c'est en stéréo qui veut dire les deux côtés en même temps ou en mono juste d'un bord. OK, aujourd'hui, je serai mono. Pas monoparental, pas monogame. Ben oui, je suis monogame tout le temps. Voyons, mais là, c'est une déclaration que tu nous... Ben non, c'est une joke. Franchement, c'est une blague. Ma blague? Ben, pas pire, je dirais okay, qu'un parfait. 6. Donc, mono, je suis en mono aujourd'hui, mais ça ne saurait tarder. Peut-être si je continue à tripoter. Ah, tu vois, si je tripote mon oreille comme ça va un petit peu mieux. Bref, trêve de problèmes ou de soucis techniques. Je veux absolument revenir sur cette histoire qui fait beaucoup jaser. Si vous suivez la série Stade, vous avez vu apparaître, je pense que c'est dans l'épisode de lundi, un mystérieux personnage de clown thérapeutique. Donc, il est incarné à l'écran par Richardson Zephyr et il se promène dans les couloirs et les corridors de l'hôpital Saint-Vincent et il fait des petites ballons pour les patients et pour le personnel soignant. Sauf que ça a beaucoup heurté la communauté des clowns thérapeutiques qui considèrent que c'est une fausse représentation de leur métier qui, disons-le d'emblée, est un métier très noble. On va en parler avec Josée Gagnon qui est cofondatrice et directrice générale de Clowns Thérapeutiques Saguenay. Madame Gagnon, bonjour. 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 Écoutez, ma collègue Isabelle Perron à l'émission de Mario Dumont ce matin a fait une entrevue avec vous. On en a fait jouer quelques extraits. Vous êtes très fâché contre la production de Stade. Vous êtes fâché contre la productrice, Fabienne Larouche. Alors, je vous donne d'abord l'occasion de résumer votre pensée, puis ensuite, j'aimerais qu'on ait un sain dialogue, un sain débat à ce sujet-là. Oui, parfait. Ben, merci d'abord de me donner la parole. Plaisir. Écoutez, mon point, en fait, c'est simplement que maintenant, ça fait 18 ans que Clown Thérapeutique Saguenay existe. Ça fait 40 ans que ce métier-là est développé à travers le monde. Est extrêmement rigoureux. Notre but, c'est de travailler, notre mission, c'est de travailler sur l'estime de soi des personnes hospitalisées et en fin de vie. OK? On part de ça. Ce n'est pas de faire de l'animation, ce n'est pas d'être drôle à tout prix. Alors, on travaille sur toutes les émotions présentes dans un contexte de maladie et de détresse. Et de détresse intellectuelle, tout simplement. Alors, donc, la colère, la tristesse, la peur, qui sont des émotions qui sont extrêmement louables dans un contexte et compréhensibles dans un contexte comme ça. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'exulter, d'entendre et de faire en sorte que ces émotions-là soient vues et exprimées. Et notre rôle, c'est d'être une espèce de catalyseur pour ces émotions-là. Donc, on veut valoriser les gens qui sont dans un contexte où ils sont complètement dépossédés d'eux-mêmes. D'accord. Alors, notre travail est extrêmement rigoureux. On a des comédiens professionnels formés pour travailler en milieu hospitalier. Moi, je suis une accompagnante en fin de vie. Alors, de me voir dépeindre de cette façon-là à la télévision, de façon aussi grotesque et ridicule, avec un costume aussi grotesque, dans une façon en faisant des affaires, des stupidités que jamais je ferais. D'accord. Je comprends, Josée. Alors, pour que les gens qui n'ont pas suivi Stat ou qui ont manqué l'épisode de lundi puissent C'est plusieurs épisodes, hein, oui, je le sais, mais ça commençait lundi, bien sûr. Je veux en faire diffuser un petit extrait. Je vais demander à Jean-Philippe Leroux, mon collègue, de nous envoyer ça. Josée, elle se cache les yeux, ouais. Ah, clown!
Oh, Marco. Quoi? Hey, salut mon ami. Je peux te parler? Tiens, je peux savoir ce que tu fais ici? Je distribue la joie. Ok, ouais, mais t'as pas le droit d'être ici. Oui, j'ai le droit d'être ici. Je suis Floppy. Alors, j'explique à tous les gens qui nous écoutent à la télé que pour une raison que j'aimerais beaucoup que Radio-Canada nous explique quand on essaye de faire jouer un extrait de Radio-Canada à la télé à Cube, ça bloque. Alors, message aux gens de Radio-Canada, si vous voulez qu'on diffuse votre contenu, permettez-nous de le diffuser. C'est ben plate de payer des milliards de dollars chaque année pour un diffuseur public et qu'on peut même pas utiliser un extrait de 10 secondes, le faire jouer sur les ondes de Cube. Ça sera la fin de mon éditorial. Non, c'est choquant, c'est vraiment agaçant, là. Au prix que ça nous coûte, s'il vous plaît, qu'on puisse au moins diffuser des extraits. José, j'ai vu que vous vous étiez caché les yeux pour pas voir l'extrait. C'est pas un peu dramatique, là? Est-ce que vous exagérez pas un peu, en tout respect, hein? Est-ce que vous êtes pas en train de surréagir à toute cette affaire-là? Je comprends et la question est pertinente. Sauf que nous, ça fait 18 ans qu'on essaie de faire comprendre aux gens toute la rigueur, la délicatesse, la sensibilité, la démarche psychologique. On est des intervenants alternatifs dans le milieu hospitalier. Donc, je comprends que ça peut avoir l'air over, puis on fait « Ah, mais c'est juste une émission, puis c'est juste des clowns, c'est pas grave, c'est drôle. » Puis c'est une fiction, drôle. José. C'est une fiction. Oui. C'est-à-dire que je pense que par respect pour Marie-André Labbé, qui écrit la série, Fabienne Larouche et Michel Trudeau qui la produisent et Radio-Canada qui la diffuse, je pense que personne se lève le matin en disant « Hey, on s'en va-tu mépriser, puis ridiculiser, puis discriminer les clowns aujourd'hui? Méchant party. » Ben, je comprends très bien, mais par exemple, il faut faire la différence parce qu'il y a eu plusieurs bévues de ce que j'en ai compris. Je suis pas une fan de stats, mais je sais qu'il y a eu des bévues au niveau du corps infirmier, des militaires. Il y a plusieurs personnes qui se sont plaintes. La différence avec nous, c'est que le militaire, lui, il va pas perdre son emploi. Son emploi sera pas entaché à cause de cette émission-là. Tandis que nous, oui. Puis par respect vous pour pensez les gens, vraiment? Excusez-moi, José, je veux pas vous interrompre, hein, je veux pas que ça paraisse irrespectueux, mais je dois vous arrêter quand même pour vous poser la question. Vous pensez sincèrement au jour d'aujourd'hui que quelqu'un qui aurait l'intention de faire le bien et de propager le bien en engageant un clown thérapeutique va avoir regardé les épisodes de Stade, va avoir complètement viré à 180 degrés sur son opinion de votre travail et que vous allez perdre des contrats sincèrement, là, à 100%, vous croyez ça? Il s'agit pas de ça. Il s'agit pas de ça. D'accord. Il s'agit d'un travail qui est extrêmement fragile parce qu'on travaille dans un milieu, premièrement, c'est un métier qui est encore extrêmement méconnu. Il y a 75%, peut-être plus, de la population 75% des gens qui ne savent absolument pas ce qu'on fait. Alors, quand on dit clown, je le sais, je le vis à chaque jour depuis 18 ans, je dois réexpliquer à tous les jours mon travail, à tous les jours toute la rigueur, le professionnalisme qu'il y a derrière ça, toute la recherche qu'il y a derrière ça. Le problème, c'est vraiment que les gens, comme je peux voir en ce moment, sur les réseaux sociaux, les gens se limitent à « Ah, moi, j'haïs ça, les clowns, maudit clown, si je voyais un clown. » Alors, ce que ça fait, ça nous fait du tort. Et toutes les personnes qui nous font confiance et qui nous financent, qui nous font des dons, qui nous font confiance, qui nous engagent dans les centres, ont à défendre ensuite ça. Moi, je suis en campagne de financement dans 3 semaines. Les gens qui embarquent dans ma campagne de financement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux autres ont à défendre. Ils vont dire, voulez-vous me donner de l'argent pour Clown Thérapeutique Saguenay? Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah oui, j'ai vu ça dans Stat. C'est complètement ridicule. Voyons donc, je peux pas croire que tu t'associes à ça. D'accord. On a déjà à se battre avec ça depuis 20 ans. OK. Et là, alors, José, ça me fait reculer 15 ans en arrière. OK. José, je veux répondre 2 choses dans 2 temps. Premièrement, si vous avez un problème à ce que les gens aient des préjugés sur les clowns et que quand vous dites le mot clown, les gens vous prennent pas au sérieux, trouvez un autre terme pour décrire votre métier. Le problème est peut-être un problème de terminologie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que bon, je pense qu'on peut quand même faire confiance à l'auteur, Marie-André Labbé, que si elle a planté le personnage du clown thérapeutique qui nous tombe tous sur les nerfs parce qu'il arrête pas de faire pouet zoin zoin puis tout ça, puis il commence à tomber ses nerfs d'à peu près tout le monde à l'étage, c'est possible qu'il y ait des développements dans la série et qu'on découvre que c'est possible même, je dis quelque chose, moi je suis pas auteur de série télé, mais c'est possible que c'est pas un vrai clown et c'est peut-être quelqu'un qui a des intentions maléfiques. Donc, est-ce que vous allez reprocher à l'auteur d'avoir utilisé un clown thérapeutique pour faire avancer sa fiction?
Ben moi, ce que je dis, c'est que ce personnage-là, je sais très bien qu'il y a un dénouement qui va faire, mais moi, le mal va être fait. Pour tous les clowns thérapeutiques du Québec, où on est une grande communauté à se donner corps et âme, à voir des enfants mourir, à les accompagner dans la dignité. Je comprends. Je comprends que votre métier est noble. J'aimerais ça terminer. Oui. J'aimerais ça Oui, terminer. C'est quand même important de comprendre que il y a un travail à faire quand tu t'en vas dépeindre un métier qui est jamais vu à la télévision ou presque et qui doit porter le mot clown, et je vois pas pourquoi je changerais ça parce que j'ai un nez, j'ai extrêmement raffiné dans mon image, mais j'ai quand même un nez. Alors je porte cette éducation-là, je le fais tous les jours et ça me va. Mais eux autres, ils ont un travail à faire de recherche. Lorsque tu mets un personnage comme ça devant 1,8 million de personnes, jamais j'aurai cette tribune-là, moi. Alors, puis on l'a jamais eu en 20 ans. Alors, quand tu fais quelque chose comme ça à la télévision, tu te dois de faire un minimum de recherche et d'avoir un minimum de respect et de délicatesse dans la façon dont tu vas le projeter à la télévision. C'est extrêmement important. Je comprends. J'ai noté quelque chose. Il y a des gens que j'ai accompagnés à mourir. Je comprends, Josée, mais je vous ai déjà interviewé, Josée. Vous aviez permis à cet homme en fin de vie de voir le film Dune parce qu'il allait mourir avant la sortie. Vous êtes une femme formidable, Josée. Personne remet ça en question et je pense que personne ne remet en question l'importance. Oui, tout à fait. Ça, c'est l'image. C'est ça, c'est de ça qu'on a l'air. Oui, je comprends. Et vous nous montrez une image de, vous avez pas de perruque, vous êtes pas maquillée, vous avez pas de gros costume à la Patof, vous avez pas de ballon, vous prenez un enfant malade dans vos bras. Et je tiens à vous le dire, Josée. Oui, mais là, c'est moi qui vais vous demander de me laisser finir. Par contre, c'est que je tiens à vous dire que moi, j'ai le plus grand respect, une admiration. Jamais je serais capable de faire le métier que vous faites. Vous faites un métier profondément humain, un métier d'accompagnement, un métier difficile. Vous êtes en présence dans la vie des gens, dans les moments où ils sont les plus vulnérables. Et je peux pas imaginer que ni Fabienne ni Marie-André aient des intentions malicieuses envers les gens qui font ce travail-là dans les hôpitaux. Je veux juste dire, vous avez dit tout à l'heure, on ne peut pas dépeindre un métier sans avoir fait un minimum de recherche. C'est là qu'on n'est pas d'accord, vous et moi, parce qu'une série de fiction n'a pas pour objectif de dépeindre un métier. Quand on montre un journaliste, quand on montre un avocat, quand on montre un politicien, on n'est pas en train de dépeindre un métier, on dépeint un individu et c'est un personnage de fiction. C'est là qu'on n'est pas d'accord. C'est que vous partez de ce personnage-là et vous prétendez qu'on dépeint l'ensemble de la profession. Moi, je prétends que c'est un personnage qui ne représente que lui-même. C'est là qu'on n'est pas d'accord. Qui fait extrêmement de tort à toute la communauté des clowns thérapeutiques. C'est ça le problème. Mais le fardeau de la preuve est sur vos épaules parce que ça fait 10 minutes qu'on se parle, puis honnêtement, personnellement, je n'ai pas entendu d'argument qui me convaincrait que la diffusion à Stat ait causé un tort irrémédiable. Oui, Cybèle? Sophie, oui, c'est ça. Je reçois juste pour me joindre à la discussion et joindre nos auditeurs à la discussion aussi. Ce qui rentre depuis tantôt, c'est déjà de dire que, évidemment, le travail que vous faites que vous faites est remarqué, mais tout le monde m'écrit pour dire que ils n'ont leur opinion des clowns ne va pas. Oui, leur perception ne va pas changer. Même des gens qui disent qu'à la base n'aimaient pas les clowns du tout vont pas haïr après ça le métier. Donc, ce que le public nous dit, c'est autre chose. Alors, est-ce que la communauté des clowns et le public sont finalement en dissonance? C'est un peu la question que finalement on se pose. Très intéressant. Merci beaucoup, Cybèle. Josée, vous entendez? Les auditeurs de Cube, en tout cas, continuent de vous porter énormément d'affection. Leur opinion, leur perception de vous n'a pas changé. Ben, on les remercie vraiment, puis on sait qu'on a une communauté extraordinaire qui sont vraiment attachés à nous. Mais il reste quand même que ce financement-là, moi je sais, parce que je suis directrice générale, cofondatrice depuis 20 ans, et je sais qu'il y a des gens qui vont avoir du mal à s'associer à nous à cause d'une image comme ça, parce que les gens ne connaissent pas notre travail, et que pour une fois qu'on aurait pu le dépeindre ou d'en parler ou l'exposer à la télévision, ça aurait été bien que ça se fasse dans une façon qui soit peut-être un peu plus respectueuse et qu'il y ait un minimum de recherche. Je sais très bien que
les auteurs, il y a personne qui s'est dit on va bâcher les clowns thérapeutiques aujourd'hui, mais il y aurait eu un minimum de délicatesse à avoir envers ce travail-là. Ben, écoutez, qui est très méconnu. Je vous entends, comme on dit communément dans le métier. Ce que je vous propose, c'est quand vous allez être donc dans 3 semaines en période de financement, on pourra se reparler à ce moment-là, puis nous vous parlerez plus en détail de ce que vous faites. Puis comme ça, on va aider au financement de Clown Thérapeutique Saguenay et ça va peut-être adoucir la discussion qui en ce moment est très polarisée. Merci beaucoup, Josée, d'avoir pris le temps. C'est très apprécié. Merci à vous. Un petit ballon avant de partir? Ben non, c'est une blague. Pas capable. Josée. Mais non, mais un clown, c'est censé avoir de l'humour quand même, un petit peu, Josée. Non, non, quand même. De gonfler un ballon. Ah, OK, d'accord. OK. Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. La semaine dernière, il fallait vraiment être caché sous une roche pour pas entendre parler de cette fameuse étude de Gris Montréal qui révélait qu'il y avait vraiment une inquiétante montée de l'homophobie ou de la transphobie dans les écoles au Québec après un vaste sondage ou en tout cas un rapport qui aurait été fait vraiment dans l'ensemble de la communauté dans les écoles avec des données très inquiétantes. Alors, c'est très particulier ce qui s'est passé la semaine dernière parce que le Gris a rendu a envoyé un communiqué pour parler de cette étude-là. Les médias se sont emparés de ça, ça a été commenté, etc., etc. Mais là, il y a des gens qui se posent des questions sur les détails de cette étude-là. Pour en savoir plus, j'ai choisi d'inviter Marie Houzeau, qui est directrice générale du Gris Montréal et qui nous fait la gentillesse d'être en studio. Bonjour Marie. Bonjour. On voit que vous êtes toujours prête à défendre votre point de vue et à le défendre en personne. Et ça, c'est très apprécié. Donc, beaucoup de gens ont commenté l'étude, mais dans le fond, personne l'a vu, cette étude-là. Personne connaît les détails de l'étude. Et puis, quand vous avez été sollicité en disant, ben, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, voir, vous dites que vous avez parlé à 37 000 élèves, c'est énorme. C'est quoi votre méthodologie? C'est quoi les questions exactes qui ont été posées? Là, on n'a pas vraiment de réponse. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec cette étude-là, Marie? Ben, en fait, je crois que les gens qui connaissent un peu le travail du Gris connaissent déjà notre méthodologie. Donc, nous, on va dans les classes, ce sont des bénévoles qui vont répondre aux questions des jeunes sur base de leur vécu. Puis, parallèlement à ça, les jeunes remplissent un questionnaire avec des questions de la vie courante où ils seraient en contact avec des gens gays, lesbiennes, bisexuels. Donc, on leur demande, c'est la même question depuis 30 ans, là, est-ce que tu serais très mal à l'aise, très à l'aise d'apprendre que ta sœur est lesbienne, que ta meilleure amie est lesbienne, ou que deux papas ont un enfant, exactement. Etc. Donc, ce sont les mêmes... Donc, les questions n'ont pas changé au fil des ans. Ce qui a changé, c'est le taux d'approbation ou de désapprobation. Ouais, on pourrait parler de niveau d'aise, en fait, leur confort vis-à-vis de cette situation-là. Mais Marie, vous nous dites, les gens savent, nous connaissent depuis des années, donc faites-nous confiance, notre méthodologie, elle est fiable. Oui. Bon, moi, je suis journaliste, et moi, on m'a toujours appris, if your mother says she loves you, check it out. Si ta mère te dit qu'elle t'aime, va vérifier pour savoir si elle dit vrai. Donc, j'aimerais vous croire sur parole, mais mon métier de journaliste me l'interdit. Donc, quand vous nous dites, on a parlé à 37 000 étudiants et on voit une montée fulgurante, moi, je demande quand même à voir la méthodologie, je demande quand même à voir le rapport. Et ça décrédibilise les résultats de votre enquête si vous ne donnez pas les résultats, si vous ne donnez pas accès aux questions, à la formulation. Vous comprenez pourquoi? Oui, bien sûr. Alors, l'accès à la formulation des questions, il est déjà là. Notre questionnaire, il est tout à fait public. Il est sur notre site Internet. On a déjà fait des rapports longitudinaux qui montrent les questions. Et pour ce qui est de cette étude-là en particulier, le rapport va être disponible probablement au milieu de la semaine prochaine. Donc, d'accord. Aucun problème. Mais alors, si le rapport est disponible seulement la semaine prochaine, pourquoi avez-vous émis un communiqué la semaine dernière? Il me semble que si on a un rapport qui est si fulgurant, qui montre des données qui sont tellement probantes, on attend que le rapport soit prêt, puis là, on dépose le rapport sur la table, et là, tout le monde est estomaqué en disant, mon Dieu, les chiffres sont tellement inquiétants. Là, j'avoue que votre méthodologie, elle me fait douter parce que vous ameutez les médias ont très gentiment embarqué, mais là, en masse, vraiment les yeux fermés comme ça en disant, on les croit sur parole, le Gris. Je suis désolée, mais
si votre rapport est si fort, pourquoi vous le rendez public seulement la semaine prochaine? Bon, je pense que d'abord, la crédibilité du GRI, elle est établie depuis longtemps. Donc ça, de ce côté-là, moi, j'ai aucune crainte. Alors, je vais juste... Oui, allez-y. Et puis, en fait, c'est aussi une question de calendrier. Donc, nous, on a décidé de sortir les chiffres en marge du colloque de la table nationale des réseaux de l'éducation contre l'homophobie. Alors, on l'a fait à ce moment-là. Et puis, ça a été déjà dit que ce serait des résultats préliminaires et que le rapport suivrait. Donc, moi, je suis tout à fait à l'aise avec notre façon de fonctionner. D'accord. Et j'invite vos auditeurs, vos auditrices et quiconque voudrait creuser à regarder nos publications de la semaine prochaine. D'accord. Mais je maintiens quand même mon point, Marie. Quand on donne autant d'entrevues, quand on dépose un pavé dans la mare, je pense que ce pavé-là, il faut qu'il soit irréprochable, il faut qu'il soit probant, il faut qu'il soit documenté. Donc, j'ai un petit souci. Vous dites la crédibilité du GRI ne fait plus de doute. Moi, j'ai déjà été porte-parole du GRI il y a plusieurs années de ça. J'allais en effet dans les écoles parce que les gens qui sont porte-parole pour le GRI sont pas des gens nécessairement issus de la communauté LGBT. Ils ne le sont pas. Voilà. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est cette solidarité entre tous les gens de toutes les orientations. Par contre, il y a des gens qui disent que le GRI a changé. Je vous cite quelqu'un qui écrit sur les médias sociaux. Rappelons qu'à son origine et avant qu'il ne soit hijacké, donc pris en otage par le très lucratif militantisme queer, le GRI Montréal était un organisme qui démystifiait l'homosexualité et la bisexualité pour combattre l'homophobie. Maintenant, pour des raisons idéologiques et financières, on adhère à l'idéologie du genre, on déconstruit le concept du sexe et d'orientation sexuelle. Le GRI n'a plus de crédibilité. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent ça? Parce que c'est vrai qu'il y a eu un changement. Au début, c'était il faut être ouvert à l'homosexualité et la bisexualité. Maintenant, vous allez dans les écoles et vous parlez de yel, puis elle eux-mêmes, puis de personnes non-binaires, de cisgenres, de cissexisme. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'homosexualité, Marie? Alors, je ne suis pas sûre qu'on parle de tout ça dans les écoles. Donc, nous, notre façon de faire... Je l'ai devant moi. Ça, c'est un guide pédagogique à l'intention des enseignants. Donc, c'est pas ça que le GRI fait dans les écoles. Ce que le GRI fait dans les écoles, c'est d'envoyer des bénévoles. C'est sur votre site. Oui, je répète, c'est un guide pédagogique. C'est un guide pédagogique à l'intention des professeurs à la veille d'une visite de quelqu'un du GRI. Non, pas forcément, non. Pas forcément. Ils peuvent l'utiliser s'ils le veulent. Mais les professeurs, ils enseignent où? Dans les écoles. Oui, mais vous dites donc, à la veille de la visite du GRI. Non, mais alors, donc, le GRI prend ces documents-là et les envoie aux professeurs dans les écoles québécoises. Vrai ou faux? Faux. Les documents sont disponibles sur le site du GRI. Si un enseignant veut parler de ces questions-là avec ses jeunes, le guide pédagogique est disponible. Nous n'envoyons pas de documents. Il est disponible pour les professeurs qui voudraient l'utiliser, mais ce guide-là, partout, c'est la théorie du genre. Il n'y a pas que deux sexes. Il y a une multiplicité de sexes. On peut être garçon ou fille. C'est trop restrictif. On dit aux professeurs, faites attention aux mots que vous utilisez lorsque vous parlez de ce qui fait les filles et les garçons. Ça s'appelle la théorie du genre. Donc, vous propagez la théorie du genre et vous la rendez disponible aux professeurs du Québec. Vrai ou faux? Alors, moi, ce que je vais vous dire là, c'est si vous voulez qu'on parle de ce que vous appelez la théorie du genre, ça va me faire plaisir de revenir. On va parler des questions de genre, ça va me faire plaisir. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on parle en fait de la montée de l'homophobie dans les écoles, dans les classes du Québec, qui est un problème sérieux pour des dizaines de milliers de jeunes qui vivent dans un environnement scolaire qui n'est pas sécuritaire. Donc, c'est ça, en fait, le drapeau qu'on lève ces derniers temps. Puis si on pouvait continuer à discuter de ça, je pense que ce serait important pour les protéger, en fait, et pour prendre soin de ces jeunes-là. Mais bien sûr que je veux les protéger, Marie. Là n'est pas la question. C'est juste que vous faites ce rapport-là qui nous dit il y a une montée pas juste de l'homophobie. On parle d'homophobie. Et de transphobie. On parle d'homophobie. Le rapport parle d'homophobie. Le rapport parle des questionnaires qui mettent en scène des questions par rapport à l'orientation sexuelle. C'est ce dont parle le rapport. Alors, pourquoi est-ce que dans les médias, tout le monde a fait un espèce d'amalgame et de dire c'est épouvantable parce que LGBTQIA+, c'est pas juste LGB. LGB, c'est lesbienne, gay, bisexuel. Tout à fait. Mais donc, alors, c'est
tout l'éventail des lettres. Donc, ce que vous dites... C'est pas ce que les chiffres qu'on a sortis. Nous, ce qu'on dit, c'est que le niveau d'aise des jeunes, par exemple, sur une question, j'apprends que ma meilleure amie est lesbienne, on parle ici d'orientation sexuelle, a fortement diminué au cours des 6 dernières années. C'est ce que dit le rapport. Il dit aussi d'autres choses sur d'autres types de questions. Nous parlons de mise en scène de la vie courante qui mettent sur le devant de la scène l'orientation sexuelle, soit d'amis, de frères, de voir des manifestations d'affection en public entre deux hommes, de voir deux hommes ou deux femmes qui élèvent des enfants. C'est ce dont parle notre rapport. Alors donc, le rapport ne parle que d'homophobie. D'accord, parlons-en. Si le rapport, en effet, ne parle que de l'homophobie et qu'il y a une montée de l'homophobie, quand vous faites l'analyse, vous dites, parmi les éléments qui aident à ça, vous parlez, par exemple, des réseaux sociaux, de la montée du mouvement masculiniste. C'est vrai. Qu'en est-il de la religion? Parce que, on l'a vu à l'école Bedford, une propension des professeurs à être contre, à mépriser les homosexuels. Pourquoi, dans votre discours, vous ne parlez pas plus du côté religieux? Alors, c'est une bonne question, je dirais, en fait. Ah, bon, je suis contente quand même que vous finissiez par me dire que j'en pose une bonne. Non, mais parce qu'elle est liée à ce qu'on fait, bon, donc ça me rassure. Mais donc, en fait, la question, c'est est-ce qu'on aurait dû faire une conférence de presse pour dire que la religion peut être un frein au niveau d'aise vis-à-vis de la diversité sexuelle? Je pense que non. C'est pas nouveau. Évidemment, c'est le cas. C'est le cas pour toutes les religions et nos recherches le disent aussi depuis longtemps. C'est-à-dire que le niveau de religiosité a un impact sur le niveau de confort vis-à-vis de la diversité sexuelle. Bien sûr. Bon? C'est pas une nouvelle pour nous, ça. On le dit depuis tout le temps. Par contre... Mais pourquoi ne pas continuer à le dire? Alors, je vais vous expliquer. Puisqu'en plus, il y a des preuves. Allez-y. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ça n'a pas changé. C'est comme ça depuis qu'on va dans les classes. C'est un constat qu'on fait depuis longtemps. Je veux dire, il y a une présence d'élèves qui sont croyants. Encore une fois, toute religion confondue. Oui. Et pour un certain nombre d'entre eux, effectivement, c'est un facteur social qui a un impact sur leur niveau de confort. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est le reste. C'est le reste. C'est les médias sociaux, c'est le masculinisme. Voilà. Donc, vous n'avez pas noté... La question est importante, Marie, je vais bien m'assurer que je la formule comme il faut. Vous n'avez pas noté que ce lien entre religion et homophobie, vous n'avez pas noté une augmentation de ça. Il est présent, il était présent, il est toujours présent. Vous n'avez pas noté d'augmentation. Alors, il y a une augmentation de la pratique religieuse. J'enlève la question de l'orientation sexuelle, d'accord? Je l'enlève. D'accord. Et quand on regarde le Québec de maintenant, il y a une augmentation de la pratique religieuse. Rien à voir avec l'orientation sexuelle. Il y a une augmentation de la pratique religieuse. Donc, forcément, il va y avoir un lien entre les deux puisqu'on a établi que le niveau de pratique avait un lien sur le niveau de confort. Donc, oui, ça monte parallèlement, on peut dire, mais ce n'est pas indépendant. Donc, on ne peut pas dire, tout d'un coup, le niveau de malaise des jeunes dans les écoles augmente parce que il y a un niveau de pratique qui augmente de façon démesurée. Ce n'est pas cela. Et même, d'ailleurs, on est capable d'isoler. Enfin, je veux dire, là, on dit sur la question, j'apprends que mon frère est gay, ou mon meilleur ami est gay. On parle de 40% des jeunes qui sont mal à l'aise avec cette idée. Aujourd'hui, là. Aujourd'hui. Okay. Et avant, c'était? Et avant, c'était 2 fois et demi moins. C'est énorme. C'est énorme. Donc, on sait bien qu'il n'y a pas 40% de jeunes pratiquants dans nos écoles. On sait bien qu'il n'y a pas 40% de jeunes musulmans dans nos écoles. Tout le monde sait ça. Donc, on ne peut pas, même si on mettait ça, mettons ça le plus loin possible. On dit 100% des jeunes musulmans sont contre la diversité sexuelle. Ce qui est faux, je tiens vraiment à le dire. Oui. C'est complètement faux. Même si on dit 100% sont contre, il reste toujours bien, on a à peu près 8% de jeunes musulmans dans nos écoles. À peu près. Okay. Dans notre échantillon. Il reste toujours bien 32% qui ne le sont pas. Puisque 40% sont mal à l'aise. Donc, comment explique-t-on que eux... Ben oui, mais il y a des évangélistes, il y a toutes sortes d'autres religions. Bien sûr, mais de toute façon, ça,
je veux dire, c'est déjà établi. Je veux dire, c'est sûr que si vous êtes témoin de Jéhovah, si vous êtes évangéliste, forcément que la diversité sexuelle... Ça fait beaucoup de religions qui haïssent les gays. C'est pour ça que je déteste toutes les religions, Marie. J'entends ce que vous dites, mais c'est pour ça que c'est pas la peine de commencer à isoler une pour une autre. Je veux dire, la question de la religion, quand on la met en dialogue avec la diversité sexuelle, forcément, ça a un impact. D'accord. Mais ce que je dis, c'est que vu qu'on a vécu une année où il y a eu l'affaire Bedford et plein d'autres affaires à part l'école Bedford, je pense que tout le monde aurait dit, même si vous dites, ça fait des années qu'on le dit, mais que de dire que ce facteur-là existe encore, mais qu'à ce facteur-là se rajoutent d'autres facteurs qui sont les médias sociaux, le masculinisme. Parce que là, la façon dont ça a été interprété, c'est moi, maintenant, ce qui fait que les jeunes aujourd'hui au Québec sont homophobes, c'est à cause d'Andrew Tate puis à cause des influenceurs. Alors, le portrait plus juste aurait été de dire un facteur historique qui a toujours été présent, qui est l'apport de la religion, se sont ajoutés de nouveaux facteurs qui renforcent et qui expliquent cette montée de l'homophobie. Alors, évidemment, chacun interprète comme il veut. Moi, je pense que la nouvelle, c'est de dire il y a des facteurs qui sont stables. Et puis, en fait, quand on voit une détérioration du niveau d'aise, on essaye de voir quels sont les nouveaux facteurs qui font en sorte que cette détérioration arrive. Ce qu'on constate, c'est effectivement une montée du discours masculiniste, une différence entre les garçons et les filles qui augmente par rapport à avant. Donc, les filles sont plus à l'aise et les garçons moins à l'aise dans des proportions encore plus importantes qu'avant. Et on constate aussi que, en termes de facteurs de protection, si je puis dire, par rapport à ce malaise, d'avoir quelqu'un dans son entourage qui fait partie de la diversité sexuelle, ça reste une façon de comprendre ces réalités-là et donc d'être plus à l'aise. Donc nous, ce qu'on dit, en fait, c'est comment est-ce qu'on élève nos garçons? Comment est-ce que on s'assure qu'on a des messages positifs vis-à-vis de la diversité, en fait? Et aussi, donnons des modèles. Puisque quand on connaît quelqu'un dans son entourage, on est plus à l'aise. Oui, mais en même temps, mais c'est quand même surprenant, Marie, parce que qui aujourd'hui au Québec, mais il y en a évidemment, mais je veux dire, qui aujourd'hui au Québec est homosexuel et reste dans le placard? C'est la minorité quand même. Ça, c'est vraiment... Je l'ai dit tantôt, je le dis encore. Ça, c'est vraiment une très bonne question. Vous seriez surprise du nombre de nouveaux bénévoles qu'on a, qui sont des jeunes, 18, 22, 25 ans, qui nous disent, moi, je pensais que j'étais tout seul d'être gay, tout seul d'être lesbienne, tout seul d'être bisexuel. Je n'en avais pas dans mon entourage, on n'en parlait pas dans ma famille. Je n'en connaissais pas d'autres. OK, mais là... En 2025. OK, mais excusez-moi, je vais revenir encore là-dessus. Le Québec change, le visage du Québec change. Il y a énormément d'apports de l'immigration. Oui. Donc, est-ce que c'est possible qu'il y ait aussi parmi les néo-québécois, parmi les nouveaux arrivants, des gens qui viennent de communautés culturelles, qui viennent de pays où ils se sont fait dire, mais pendant des décennies, que tu es... Je pense à un pays, je pense au Maroc. Au Maroc, l'homosexualité est coupable de peine de mort. Si tu es un jeune... Oui. Au Maroc? Ah oui, ben je vous l'apprends. Ben j'apprends quelque chose à quelqu'un du gris. Okay, oui, mais il y a évidemment en Iran, on ne parle même pas. Ben, je veux dire, il y a plein de pays à travers le monde, ou plein de communautés où être gay, c'est absolument terrible. Mais dans certains cas, même en Russie, Russie, la Russie est profondément homophobe. Absolument. Donc, est-ce que c'est possible que justement, quand on est un néo-arrivant et un nouvel arrivant et qu'on vient d'une communauté ou on vient d'un pays où c'est, j'allais pas dire dans l'ADN, mais c'est dans la culture populaire de dire tu ne dis jamais que t'es gay parce que tu risques de te faire couper la tête. Oui. Ben, ça change quand même le portrait de vos sondages. Alors, c'est possible aussi que les gens viennent de ces pays-là ici parce que justement, ils pourront être eux-mêmes. Moi, j'ai des bénévoles qui sont marocains. Voilà. Oui. J'ai des employés même qui viennent de pays où l'homosexualité n'est pas... Mais c'est pour ça qu'on aime le Québec, parce que justement, on n'est pas... Donc, on ne peut pas faire d'amalgame. Et par contre, mais je ne fais pas d'amalgame, Marie, je ne fais pas d'amalgame. J'essaie de comprendre la réalité de justement quelqu'un qui, malgré soi, a été élevé dans une famille où, de génération en génération, on lui dit « les gays vont brûler en enfer ». Oui. Eh bien, en fait, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que c'est possible. La question, le problème vient quand on fait des généralités. Parce que
on a aussi des chiffres qui viennent de partout au Québec. Hein? Ouais. Et on a des chiffres qui viennent d'écoles qui sont creux dans des où il y a régions zéro immigration. où il n'y a pas d'immigration. Et il y a quand même, vous notez quand même Exactement. une montée de l'homophobie, Exactement. ce qui vous fait dire que, donc, ça, mais c'est peut-être une montée de d'autres religions Sophie, ou d'autres... Je voudrais juste ouais. peut-être ajouter une question parce que c'est une question qui revient vraiment souvent qu'un auditeur nous a envoyé, que moi j'ai entendu à plusieurs reprises, qui est très simple. Mais là, tantôt, vous disiez, avant, ça a beaucoup monté, les gens ont maintenant beaucoup plus qu'avant, puis on se demande, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis quelqu'un qui dit, c'est-tu possible que le monde est juste écœuré d'en entendre parler? Puis là, il y a une espèce d'écœur en titre, puis là, c'est rendu que les gens sont frustrés. Ça. Oui. Eh bien, ça, c'est, encore une fois, merci à vos auditeurs, c'est une bonne question. Mais en fait, les droits humains, là, c'est pas comme la crème glacée, là. On peut pas dire, moi, j'aime la crème glacée au chocolat, mais j'en ai trop mangé hier, là, je suis écœurée, j'en mangerai plus pendant au moins 3 mois, là. Ça, c'est pas ça. Hein. Les droits humains, c'est on est ouvert ou on n'est pas ouvert. Là. On est capable de comprendre qu'il y a de la diversité dans le monde. Puis, à un moment donné, on a construit notre vision du monde en fonction de ça. Puis, c'est pas parce qu'on va avoir plus de représentants de cette diversité-là que tout d'un coup, on est écœuré. Ben, si vous êtes écœuré, ben, éteignez la télé ou que sais-je. Mais voilà, c'est pas de la crème glacée, là. Les droits Non, mais humains. je comprends, mais en même temps, vous dites deux choses contradictoires parce que vous dites, si vous êtes écœuré, fermez votre télé, et en même temps, à la télé, on n'a jamais vu autant de personnages homosexuels. Oui. Et en même temps, vous nous dites, il y a des gens qui disent, moi, je regarde autour de moi et je vois aucune représentation des gays. C'est un peu contradictoire parce qu'on n'a jamais vu autant de représentation des gays Au même moment où dans tu les dis publicités ça, et au tout même ça. moment où tu dis ça, il y a un commentaire qui rentre de Jean-Daniel de Rouen qui nous dit justement, on n'a jamais vu autant de personnes Dans gays les séries de fiction, télé. dans les Hey, je publicités, dis pas dans le les contraire, mais documentaires. on parle des jeunes, par exemple. On parlait Ouais. des jeunes tout à l'heure. Hein. Qui sont les jeunes qui regardent la télévision, par exemple? Il faut regarder aussi, quel public on analyse, où est-ce qu'ils vont chercher leur information. Je veux dire, si on met des représentations des personnes gays dans une série qui passe à la télé, je veux dire, les jeunes ne regardent plus la télé. Donc, c'est très important, encore une fois, de savoir qu'est-ce qu'on leur apporte comme information de qualité dans les écoles. Et c'est ça qu'on dit, en fait, nous, avec notre sortie, c'est de dire, il y a des dizaines de milliers de jeunes qui sont soit concernés directement, soit qui vivent dans des familles avec deux mamans et deux papas, qui vivent dans des situations qui sont pas sécuritaires pour leur apprentissage. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je serais contente qu'on ait, finalement, au lieu d'une filière batterie, là, est-ce qu'on peut avoir une filière école? D'avoir une vision pour l'école du Québec, de savoir comment on va mettre en place des choses qui vont faire que tout le monde va pouvoir s'épanouir et apprendre. Écoutez, moi, je suis ça. la première à défendre les droits des gays. Ça fait des années que je le fais. Ça fait des années que je dénonce les religions tout autant qu'elles sont, qui sont profondément misogynes et homophobes. Donc, je le dis, zéro tolérance pour l'homophobie. J'ai extrêmement hâte que le rapport détaillé soit rendu public, qu'on puisse l'analyser, et on reviendra parler ensemble avec plaisir de vos outils que vous rendez disponibles pour les professeurs, où vous réellement répandez la théorie du genre. Moi, ça m'agace. On en reparlera une autre fois. Merci beaucoup, Marie Houzeau. Avec plaisir. Vous êtes directrice générale du GRI Montréal, et vous avez été très solide dans cette entrevue un petit peu confrontationnelle. Merci beaucoup, Marie. Avec plaisir. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Juste pour faire un petit suivi très, très rapide sur la discussion que je viens d'avoir avec Marie Houzeau du groupe GRI Montréal au sujet de la religion et la montée de l'homophobie. Il y a une enseignante qui nous a écrit, je trouve ça important de lire son témoignage. Je suis enseignante au secondaire. Il est clair que l'arrivée massive de personnes de confession musulmane contribue à expliquer pourquoi le sondage révèle une forte augmentation de l'inconfort des jeunes face à l'homosexualité, et c'est signé une enseignante. Marc Boilard, nous allons parler non pas de religion, quoique le hockey, c'est un petit peu de religion. Absolument. On va parler des 30 ans du départ des Nordiques. Toi, ça t'a beaucoup affecté il y a 30 ans comme gars de Québec? Beaucoup. J'ai jamais été un fan fini, mais je vais t'en parler aujourd'hui quand même parce que il y a 3 volets. Il y a 2 volets. Je vais te parler de ce que j'ai appris dans l'article. C'est un dossier par Michael Lalancette, qui est journaliste et aussi à TVA Sport,
Dans le soleil. Voilà, dans le soleil de Québec, qui est très, très intéressant. J'ai appris un truc que je veux te communiquer, que moi, je savais pas du tout. Je pensais même l'exact contraire. D'accord. C'est-à-dire que j'étais convaincu que Marcel Aubu, qui était un copropriétaire, mais le président aussi du club, très en vue à l'époque, bon, blablabla, j'étais sûr qu'il avait vendu un peu comme on a vendu les expos. À la sauvette en se disant c'est le temps ou jamais, blablabla. Et dans l'article, on rapporte les propos de Marcel Aubu disant que pour lui, c'était une épreuve atroce, qu'il a capoté, il a tout fait pour que les Nordiques ne se vendent pas, que l'allié à l'époque, le maire de Québec, n'était pas intéressé à construire. Exactement. Ouais. Voilà. Ça, tu vois, je trouve ça intéressant. Je pense qu'on a un petit extrait de cette entrevue de Michael Lalancette avec Marcel Aubu. Regretter, c'est sûr, je dois regretter à tous les jours, parce que moi, j'ai vraiment pensé que c'était absolument sauvable. Toujours jusqu'à la dernière minute. C'est pas pour rien qu'à un moment donné, je suis pas capable, je suis trop nerveux ou trop en peine pour signer le crayon à peu près 700 livres. Puis avant de faire ça, je rappelle au gouvernement, puis je leur dis, écoutez, j'étais prêt à signer. Est-ce qu'il y a peu d'espoir? Puis on me rappelle à peu près 1 heure plus tard pour dire, écoute, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Il raconte même que c'est la nouvelle sortait pour une conférence de presse au Concorde, l'hôtel sur la Grande Allée. Ben oui. Puis qui a fait le tour plusieurs fois parce qu'il se résignait pas à dire ça n'a pas de sens. Ça tourne en rond, l'hôtel du Concorde. Exactement. Le restaurant à l'étage, là. Non. Ça fait qu'il a fait comme... Alors ça, c'est très intéressant. Maintenant, moi, c'est tranche de vie que je veux te parler. Ah, vas-y, j'adore les tranches de vie. De l'intérieur. Ouais. Pour moi, les Nordiques, c'est 3 trucs. OK? Un, c'est un lien social. Puis le sport en général. Oui. C'est un lien familial. Là, je vais te rentrer vraiment dans le secret des dieux. Oui, les intergénérationnels. Tout ça. Et c'est aussi un élément d'envergure pour une ville. Alors, les gens de Montréal qui nous écoutent, qui ont les Canadiens depuis 100 000 ans, ils vont pas nécessairement être au courant de ce que je vais te dire. Vous le vivez déjà. D'accord. Mais quand tu l'as eu puis que tu le perds, tu te rends compte que ça va bien au-delà d'être un fan de hockey qui pousse une petite poque, là, comme on peut souvent entendre. Un lien social parce que j'étais au secondaire, moi, polyvalente de Charlesbourg. Et pour nous autres, là, la sortie ultime, c'était quand quelqu'un réussissait à mettre la main sur un billet pour une équipe poche, tu sais, qui remplissait pas le Colisée. Ouais. Puis t'avais, par exemple, Pittsburgh, je me souviens très bien, que François Tardy puis François Asselin, qui étaient pas des grands amis à moi, mais qu'on avait réussi à avoir trois. Mais c'est parce que c'est mon point. C'est drôle. T'es dans une ville où tout à coup, t'as un club sportif professionnel. Tout le monde parle de ça. T'as quand même, de par le fait que les Canadiens sont plus âgés, si tu veux, ont une plus grande histoire. Mon propre frère était Canadien. Il détestait les Nordiques. Mon frère, qui était plus vieux que moi, lui... Il devait se faire taper dans la cour d'école, non, contrairement, t'avais pas tant de Nordiques à Montréal, mais t'avais quand même des gens... C'est normal, Sophie. Le club était là depuis tellement longtemps. Ben oui. Nous autres, on venait d'arriver avec notre petit club nouveau. Alors, les plus jeunes comme moi sont embarqués tout de suite là-dedans. Donc, il y avait quelque chose au niveau du social qui créait une activité qui avait rien à voir avec les autres. C'était un lien familial. Et là, je te parle d'un truc très personnel. Mon père, qui est décédé il y a comme 7-8 ans, c'est quelqu'un avec qui j'avais énormément de fun. Nous autres, là, la famille, on a été élevés dans l'humour. Au souper, là, on faisait des blagues, on s'amusait. Moi et mon père, particulièrement, quand je les rejoignais en Floride avec ma mère, je filmais des goélands à la Elvis Gratton. Il était mort de rire. Mais j'ai pas fait tant d'activités avec mon père. C'était pas quelqu'un avec qui j'allais à la chasse, mettons, parce qu'il le faisait pas. Mais on est allé voir les Nordiques, on écoutait les Nordiques dans le sous-sol. Wow. Et ça, moi, là, je te dirais, c'est en haut de la liste des plus beaux souvenirs que j'ai avec mon père. Je me souviens, s'il y a des gens qui nous écoutent... Ému, je te jure. Dans tes yeux, je te jure, honnêtement. Puis je suis pas gêné de l'être, parce que c'était c'est des périodes exceptionnelles. Ça crée ça aussi, sport professionnel. Une fois, on est allé au Colisée des billets de Jean-Yves Lapointe, son ami. Je me souviens de tout. On était très bien placés dans une belle section et c'est un match de deuxième ronde dans les séries éliminatoires où est-ce qu'en troisième période, les Nordiques perdaient 6-3 puis ont gagné 7-6. Wow. Peux-tu imaginer... Toute une remontée... 4 buts qui font en sorte que tu gagnes. Fou. OK? Puis t'es avec ton père, puis tu sautes dans les bras à ton père. Quand est-ce... Je veux dire, toi, t'aimes la culture, je comprends, mais si t'étais avec ton père voir Le Penseur de Rodin, t'as pas fait « Yes, il pense donc bien fort, papa! » Tu sais pas jeter dans les bras, là, tu comprends? Bon, mais le hockey ça... Le Penseur de Rodin donne un mot du bon spectacle, en tout cas. Puis tu t'en Moi, souviens j'allais à l'opéra avec mon papa. Bon.
Ouais. Mais tu comprends le côté enthousiasme partagé, c'est pas rien. Bien C'est sûr. que ça, j'ai vécu ça. Et le dernier point, puis c'est pas rien, C'est que ça très donne- touchant, c'est très bien raconté. Merci. Mais ça donne une envergure à une ville. Oui. Depuis que Québec a perdu ça, on dira ce qu'on veut, c'est pas la même ville. Mais c'est ce pas que la dit ville- Marcel Aubu dans Oui. l'entrevue. Oui. Oui. C'est pas pareil. C'est-à-dire que, la qualité de vie, blablabla, c'est tout vrai. Mais quand tu as un club professionnel, tout à coup, on dirait que tu fais partie c'est comme un Des peu, t'es ligues dans majeures. une, Ben voilà, oui. le mot le dit, tu sais, quand on dit l'expression dans les ligues majeures, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question au-delà de ce que tu dis, en effet, le fait d'avoir l'impression de faire partie des ligues majeures, c'est que cet affrontement qu'il y avait entre Québec et Montréal faisait en sorte que des fois, c'était Québec qui s'en sortait gagnant. Exact. Alors que, au point de vue économique, au point de vue, tu sais, c'est comme, c'est sûr, Québec, c'est la capitale, Montréal, c'est la métropole. Mais tu sais, nos médias sont très montréalocentriques. Notre politique, malgré tout, est très montréalocentrique, etc., etc. Donc, c'était l'occasion de dire, tu sais, j'ai l'impression que maintenant, Québec, c'est la culture, c'est le Musée national des beaux-arts, c'est l'espace Riopelle qu'il va y avoir, c'est le Diamant, c'est Festival la d'été. ville, le festival d'été, Ça pétille, y a pas de qui est doute. bien plus intéressant que bien des Total, festivals. Bon, total. alors, j'ai l'impression que la culture, pour redonner de la fierté, puis le 400e, ce qui s'est passé au 400e aussi, c'était super important. Oui. J'ai l'impression que la culture, le moulin à images de Robert Lepage à l'époque, a compensé pour ce que le sport était plus capable de donner pour alimenter la fierté. Il y avait les de deux. Montréal, OK, de mais Québec. malheureusement, c'est ça. Ouais. Alors, bref. On voit que c'est un homme de radio et j'ai juste à lever la main comme ça, comme oui, comme blonde, là. c'est bien drôle. Non, Ah, je moi, l'ai j'ai mis oublié plus au bas. doigt et à lettre. Je l'ai mis plus bas. Envoie ton cœur, lance ton cœur. J'ai pas, j'ai pas fait ça, j'ai juste levé le bras. Au Oui. revoir, à demain. Kid.